Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Les 12-17 ans, nouvelle cible de la campagne vaccinale anti-Covid. L'opération lancée tout juste hier mobilise les élèves et leurs parents pour gagner le pari de l'immunité collective au plus vite. Nous le verrons dans l'un des collèges à Salé. Migration, le Maroc champion de l'Afrique. La question représente une priorité stratégique pour le pays. Ces défis sont au centre d'une visioconférence, tout comme ceux du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, conclu à Marrakech en 2018. De l'argent et du bronze pour le Maroc dans les épreuves du lancer de disques aux Jeux paralympiques de Tokyo grâce à Yousra Karim et Hayat El Gar'a. Les développements en fin de ce journal. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Dr Hassan Afilal, pédiatre réanimateur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Depuis hier, la campagne vaccinale anti-Covid est lancée au profit des 12-17 ans, une tranche d'âge qui compose essentiellement la population scolaire. Plus de 400 centres de vaccination ont été installés au plan scolaire à l'échelle du pays pour une rentrée scolaire dans des conditions sanitaires sûres. Notre équipe a visité l'un de ces centres à Salé où les enfants accompagnés de leurs parents livrent leurs impressions sur cette opération inédite. Adnan Harraz, Zakaria Mouqim Billah et Souada Nachat. Nour Houda, 15 ans, en 3e année de collège, s'est présentée ce matin à ce centre pour le vaccin. Mais avant cela, enregistrement sur une base de données commune au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Santé. Je réside au quartier L'Aïda à Salé. Ma fille étudie au collège Imam Boukhari. Mais on nous a indiqué ce centre pour faire le vaccin. C'est un geste nécessaire pour se protéger contre le Covid. J'invite les parents à faire de même. Pour les catégories âgées de 12-17 ans, l'autorisation des parents à vacciner leurs enfants est exigée. L'affluence est palpable et les parents semblent plutôt confiants. Mon fils est diabétique. Il suit un traitement à l'insuline. Mais son médecin l'a autorisé à faire le vaccin. Je n'ai pas eu à choisir entre Sinopharm ou Pfizer, car je m'en tiens aux indications du ministère de la Santé. Ils sont proposés tous les deux. Ils devraient être efficaces. Après l'injection, les élèves restent sous observation pendant 15 minutes. Depuis hier, date du début de l'opération de vaccination, peu d'effets secondaires ont été observés. Pour les effets secondaires, donc il y avait peu d'effets secondaires, fièvre, donc type de fièvre, frisson. Donc c'est tout, il n'y avait pas d'état de choc ou ça, donc il n'y avait pas d'effets secondaires majeurs. Hier, près de 200 enfants ont reçu leur dose dans ce centre. Un circuit bien organisé pour une plus grande fluidité. Prochain rendez-vous dans 3 semaines pour la 2e dose. Près de 3 millions d'élèves du public, du privé et des missions étrangères sont concernés par cette opération pour laquelle 419 centres de vaccination ont été déployés au sein d'établissements scolaires, en plus des unités mobiles en zone rurale. Nous en parlons ce soir avec Dr Hassan Afilal. Je rappelle que vous êtes pédiatre réanimateur et président de la Société marocaine de pédiatrie. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, après les jeunes de plus de 18 ans, on en arrive aujourd'hui à une tranche d'âge qui est plus jeune, les 12-17 ans. L'adhésion est certes forte, on l'a vu dans le reportage, mais n'empêche, les parents s'interrogent sur l'innocuité de l'acte de vaccination pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, tout d'abord, je voudrais appuyer le fait que je suis très heureux que notre pays puisse offrir cette opportunité et qu'il ait pris l'initiative de la protection de notre population, nos concitoyens, par la vaccination. Il est extrêmement important de savoir une chose, c'est-à-dire que le vaccin que nous faisons actuellement va protéger non seulement l'enfant,
L'enfant chez lequel nous voyons actuellement des cas de Covid, avec le variant Delta, nous voyons une diffusion, une contamination qui est plus importante. Une personne peut contaminer 6 personnes. Et nous voyons malheureusement de plus en plus de signes chez certains enfants qui peuvent être graves et qui peuvent entraîner l'hospitalisation et même évoluer malheureusement défavorablement. En faisant la vaccination à ces enfants, nous les protégeons et nous protégeons leur famille. S'il y a quelqu'un dans leur famille qui a une obésité, qui a une comorbidité, obésité, diabète, hypertension, une immunosuppression, une maladie quelconque ou une femme enceinte, nous avons des possibilités que ça évolue mal et que cette personne soit hospitalisée et qu'il y ait des conséquences assez graves et sévères. Il est extrêmement important qu'on protège et la famille et les enfants, et puis que nous ayons une rentrée scolaire sereine. J'insiste, docteur, encore une fois, sur ce volet, c'est pour rassurer. Donc, beaucoup de parents s'interrogent sur d'éventuelles contre-indications ou des effets secondaires du vaccin. Est-ce qu'au Maroc ou à travers le monde, il y a eu des cas de complications graves ? Alors, et que faire si bien sûr, on a affaire à des cas pareils ? Si ces vaccins sont éprouvés, c'est-à-dire qu'ils sont étudiés, qu'ils ont été pratiqués aux États-Unis, au Canada, en Europe, France, en Allemagne, en Australie, en Israël, et puis pour Sinopharm, à partir de 3 ans aux Émirats. Donc c'est des vaccins qui ont été étudiés, on a étudié leurs effets secondaires, leur efficacité, et vraiment les études sont très satisfaisantes et nous rassurent par rapport à ces vaccins. Quant aux effets indésirables qu'il peut y avoir, c'est ce qu'a dit la dame durant le reportage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la fièvre, des douleurs à l'endroit d'injection, et puis n'importe quel enfant peut avoir un choc vagal avec n'importe quel vaccin. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne supportent pas la douleur, qui font faire des hypotensions, mais c'est pour ça qu'on leur dit de rester un quart d'heure. Et c'est extrêmement important de suivre ces règles de sécurité. Mais en général, même les enfants qui sont allergiques, nous avons pris l'assurance et les mesures de sécurité suffisantes pour qu'il n'y ait pas de problème. Et nous avons en plus ce qu'on appelle une pharmacovigilance, c'est-à-dire nous suivons les cas pour savoir s'il y a des effets indésirables chez ces enfants que nous n'avions pas prévus. D'accord. Autre question, docteur. Alors, on sait que 2 vaccins sont utilisés pour cette tranche d'âge, des 12-17 ans, c'est Pfizer et Sinopharm. Sur quelle base ces 2 vaccins ont été fixés ? Alors, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites de par le monde et que ces 2 vaccins ont été beaucoup utilisés. Il y a une innocuité, c'est-à-dire il y a une sécurité totale, il y a une efficacité et ces vaccins, les 2, montrent chez l'enfant il n'y a pas de danger et il entraîne une réaction, une réponse immunitaire qui protège les enfants et donc par ce fait les familles. Et comme vous savez, nous allons revenir à l'école, là, à la rentrée scolaire. Vendredi prochain. Et le fait d'être vaccinés, les enfants qui auront... On n'a pas fait de vaccin vaccinal et je rappelle que ce vaccin est volontaire, mais les écoles, quand il y aura des cas, ceux qui sont vaccinés pourront rester à l'école. Et c'est extrêmement important pour leur santé mentale et pour leur épanouissement d'être avec leurs camarades et de ne pas subir ce qu'ont subi les enfants l'année dernière en confinement parce qu'il y a eu des conséquences assez sévères. D'accord. Dernière question, docteur. Un conseil peut-être pour les enfants et pour les parents, pour le corps professoral et pédagogique, en ce qui concerne le maintien des gestes barrières, même en étant vacciné. Donc, quelle est l'importance de ces gestes pour casser la chaîne de propagation et de transmission du virus ? Alors, il faut savoir une chose. Il faut d'abord que les encadrants, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils se fassent vacciner. C'est très important. Il faut aussi savoir qu'il y a 9 fois moins d'hospitalisation chez les personnes qui sont vaccinées, tout âge confondu. Voilà. Alors, pour protéger les enfants, pour se protéger, les mesures barrières sont extrêmement importantes. Ça permet au virus de ne pas circuler. La vaccination va pouvoir faire une immunité collective, vous l'avez dit, et va protéger tout le monde. Il faut arrêter la circulation du virus, parce que si le virus continue, nous pouvons avoir d'autres variants dont on ne connaît pas le futur, c'est-à-dire qu'ils peuvent être plus agressifs que celui-là
et avoir des conséquences plus graves. Donc c'est très important d'arrêter la circulation. Nous savons que le virus passe plus de l'adulte vers l'enfant que de l'enfant vers l'adulte. Mais le passage, faible, mais il existe. Et nous voulons qu'il n'y ait plus de réservoir de ces virus pour que nous retournions à une vie tout à fait normale au Maroc. Docteur Hassan Afila, je rappelle que vous êtes pédiatre et animateur et président de la Société marocaine de pédiatrie. Merci, vous nous avez rassurés. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec les chiffres du jour du Covid. D'abord, la situation épidémiologique. 6020 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures et 100 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 53 555, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 2362. 58 sont placés sous intubation. Pendant ce temps, la campagne vaccinale avance à pas sûr. Le nombre de primo-vaccinés est de 18 070 155 personnes. Celui des personnes complètement immunisées s'élève désormais à plus de 15 020 000 personnes. Le pic épidémiologique enregistré le mois qui s'achève a mis à mal les capacités de nos hôpitaux et du personnel soignant. La montée des cas Covid à Fès, par exemple, était telle que le ministère de tutelle a dû aménager un hôpital de campagne dédié à la prise en charge des patients atteints du virus. Le chapiteau a une capacité de 102 lits, une structure médicale moderne hautement équipée. Une initiative proactive pour faire face à toute dégradation de la situation épidémiologique dans la région. Les défis liés au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières au menu d'une visioconférence initiée par des institutions internationales. Plusieurs intervenants y prennent part, dont le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les panélistes représentant plusieurs États africains ont mis l'accent sur les défis communs auxquels font face les pays du continent en la matière. La mise en place d'une bonne gouvernance, la lutte contre la traite des êtres humains, le renforcement des capacités ou encore l'impact de la pandémie du Covid dans les domaines social et économiques. Le pacte mondial adopté au Maroc en décembre 2018 comprend 23 objectifs avec pour chacun un catalogue d'actions possibles, tels comment rendre les filières de migration accessibles et plus souples, comment faciliter l'accès aux procédures de regroupement familial des migrants ou encore comment réduire les délais de traitement des demandes de permis pour les autorisations de travail ordinaires. Une mise en œuvre efficiente du pacte de Marrakech, c'est un défi à relever davantage en temps de pandémie, ce qui requiert une coopération entre toutes les parties prenantes pour une mise en œuvre efficace de ces objectifs. Dans ce processus, l'Afrique s'est positionnée comme un acteur central, le Maroc en première ligne. Écoutez ces propos de la chef de la mission de l'Organisation internationale de la migration à Rabat, Laura Palatini, propos recueillis par Mohamed Aïtlishkar. Je voudrais, par rapport au examen régional du pacte mondial qui s'est terminé aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire qu'au niveau national, le Maroc s'investit très activement dans la question migratoire avant même le pacte mondial. D'abord, la stratégie nationale d'immigration et d'asile en 2014 qui touche à tous les secteurs de la vie sociale. Le Maroc a été également le premier pays d'Afrique du Nord à adopter une politique de régularisation et d'intégration pour ces migrants et réfugiés en provenance de l'Afrique subsaharienne et est un partenaire de développement très fort pour ses voisins du Sud. Au niveau international, le Royaume du Maroc a confirmé encore une fois son engagement sur la question migratoire en Afrique, en tant que le roi du Maroc, le leader de l'Union africaine dans la question. En accueillant en 2018 la tenue du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières à Marrakech et en co-présidant le Global Forum on Migration and Development, le JFMD. Depuis, le Royaume du Maroc a œuvré pour concrétiser le lancement et pour siéger l'Observatoire africain des migrations, qui apporte une ampleur indéniable sur la question de gouvernance de la migration en Afrique. Et hier et aujourd'hui, il accueille la révision pour l'Afrique du
du pacte mondial. La question migratoire représente une priorité stratégique pour le Royaume qui accorde, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un intérêt très particulier à ce sujet en adoptant une politique humaniste dans sa philosophie, holistique dans son contenu et pragmatique dans sa méthode. Nisra El Hamdaoui. Ces dernières années, le Maroc est devenu un pays de transit, mais aussi de destination pour de nombreux migrants. Les paradigmes des migrations ont complètement changé à l'aune de la mondialisation. Face à cette évolution, le Royaume a choisi de prendre les devants. Son approche migratoire, il l'a voulue humaniste, solidaire, cohérente et globale. 2013, une date qui fait date. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, une stratégie nationale des migrations et d'asile voit le jour. S'en suivra en 2014 puis en 2018 le lancement au Maroc d'une large campagne inédite de régularisation des migrants en situation irrégulière. Des migrants pour la plupart d'origine subsaharienne. La politique nationale d'immigration et d'asile lancée par Sa Majesté le Roi en 2013 a permis au Maroc de devenir leader au niveau régional et mondial dans ce domaine. Et cela à travers une approche équilibrée et holistique qui traite la question migratoire dans ses différents aspects. Aujourd'hui, cette expérience marocaine est prise en modèle sur le plan international. Les grandes lignes de la vision royale se déclineront dans l'agenda africain pour les migrations soumises par le souverain lors du 30e sommet de l'Union africaine en janvier 2018. Un document bien fourni en idées et propositions formulé par des institutions officielles et des chercheurs en Afrique. Cet agenda se veut une source d'inspiration pour l'action future des pays du continent. Cette vision avant-gardiste avait été mise en avant lors de la conférence intergouvernementale sur la migration à Marrakech en 2018. Une conférence qui a débouché sur le pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. La déclinaison de ce pacte sera la création à Rabat de l'Observatoire africain des migrations en décembre 2020. Avec la mise sur pied de l'Observatoire africain des migrations au Maroc, nous allons essayer à travers les données que nous recueillons de voir comment mettre en application le pacte de Marrakech et repérer les obstacles qui freinent sa mise en œuvre. L'enjeu est, comme l'indique Sa Majesté le Roi, l'enjeu est que l'Afrique puisse disposer des données nécessaires. Ces données permettront à l'Afrique d'être en position de force lors de la réunion qui se tiendra l'année prochaine. Aujourd'hui, en ces temps de pandémie, le Maroc entend montrer que les migrations sont loin d'être une crise, mais une réalité durable. La gestion d'urgence de cette question n'est plus une solution valable. Mieux vaut l'apercevoir comme un terrain de responsabilité. Ce chiffre à retenir à présent, les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger se sont élevés à plus de 54 milliards de dirhams au titre des 7 premiers mois de 2021. C'est une augmentation de 45,6% par rapport à la même période de l'année dernière, selon l'Office d'échange. Autre train de dossier, celui des exportations du secteur automobile qui se sont chiffrées à 46,49 milliards de dirhams au titre des 7 premiers mois de l'année. Une augmentation aussi de 38% par rapport à fin juillet 2020. Et toujours selon l'Office d'échange, cette évolution s'explique par la hausse des ventes du segment de la construction et celle du câblage. Plus qu'une semaine nous sépare de la tenue du triple scrutin du 8 septembre. L'heure est à la campagne électorale des partis politiques en lice. Une campagne qui se déroule dans un contexte bien différent de ce qu'on a l'habitude de vivre, un contexte de pandémie. Les tracts et dépliants ne font plus recette à cause des risques supposés de contamination par le coronavirus. Les imprimeurs accusent de lourdes pertes en raison d'investissements déjà engagés. Nesrina Oustar. Ce n'est certes pas le rush des jours d'avant Covid, mais Abdallah et son associé Hamid amorcent aujourd'hui une journée de travail bien remplie. La campagne électorale bat son plein, et avec elle, des demandes qui augmentent petit à petit, et un portefeuille à renflouer. Pour ces deux gérants d'une grande imprimerie de la capitale économique, les pertes sont énormes,
elles dépassent la moitié du chiffre d'affaires de leur société. Si l'on compare cette période à celle des précédentes élections, eh bien, force est de dire que les temps ont complètement changé. La différence est évidemment notable à cause du Covid-19 qui a chamboulé plusieurs secteurs. Nous essayons en tout cas, à notre niveau, de rattraper le manque à gagner et de satisfaire nos clients avec de bonnes prestations. Certains clients font appel à nos services uniquement pour l'impression, et puis d'autres optent plutôt pour la sous-traitance. Ils nous confient toutes les tâches relatives à la fabrication des tracts et des flyers. Les recettes sont maigres, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons faire avec. Je m'estime chanceux d'avoir quand même pu avoir certaines commandes. Certaines imprimeries sont complètement à l'arrêt. Tout se passe sur le web maintenant. Ce professionnel de l'imprimerie a également pâti des répercussions de la crise du Covid-19. Les chiffres qu'il nous a dévoilés parlent d'eux-mêmes. J'avais l'habitude de faire des tirages de 200 000, voire 300 000 flyers. Et là, j'en suis à 2 000 seulement. Les partis politiques nous faisaient confiance et on s'occupait de tout le processus de l'impression. C'est un coup vraiment dur pour ce métier. En cette période de crise sanitaire, les formations politiques font du numérique leur grand allié. Les réseaux sociaux sont fortement investis. Une campagne 2.0 qui cible beaucoup les jeunes. L'image des campagnes électorales qui se jouaient principalement dans les rues semble bien lointaine. Coup d'œil du côté des Jeux paralympiques de Tokyo. Dans l'épreuve du lancer de disque, pour les 3 places du podium, 2 reviennent à des Marocaines. Yousra Hakim et Hayat El Gra qui offrent au Maroc 2 précieuses médailles dans la discipline, l'argent et le bronze. Aujourd'hui, en demi-finale du 400 mètres, Mohamed Mgoun s'approche d'une autre médaille. Il vient de se qualifier pour la finale du concours prévu demain. Boukar Ben Gabrit. Pour les 3 places du podium, 2 reviennent à des Marocaines. Yousra Karim et Hayat El Gra offrent au Maroc 2 précieuses médailles dans l'épreuve du lancer de disque. 37,35 m pour Yousra, qui améliore ainsi sa performance personnelle et qui décroche l'argent de l'épreuve. Hayat El Gra, déterminée et pleine d'énergie, voit son lancer finir au 29,30 m et c'est le bronze. Hayat El Gra et Yousra Karim offrent au Maroc 2 nouvelles médailles à ces Jeux. Une partie qui n'était pas facile face à la Tunisienne Rawa Tlili, qui détient le record de la discipline. Son disque arrive au 37,91 m. Avec ces médailles, le Maroc porte sa moisson à 3 médailles après le bronze hier de Saadi Hammoudi au lancer du poids. Autre chance de médaille, demain, Mohamed Mgoun sera sur le départ de la finale du 400 mètres suite à sa qualification aujourd'hui avec un chrono de 48 secondes 52 centièmes. Mgoun a occupé la première place de sa série. Il détient le record du monde de la spécialité établi à Londres en 2017. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Nabila Azarkan. Bonne soirée.